pour une première journée, je trouve que c'est excessivement bien réussi et avec vraiment illustré par des communications très riches et comment dire, vraiment diverses. Et c'est vraiment, ça illustre bien la thématique qu'on a voulu instaurer dans cette table ronde hein, sur l'archéologie et ethnologie. Et en fait, en travaillant sur cette thématique, parce que c'était une thématique un peu inédite, hein, dite inédite, lorsqu'on on l'a voulu comme ça, lorsqu'on a fait l'appel à communication, je me suis rendu compte en travaillant qu'en fait, il y avait de plus en plus, plus j'analysais les choses et plus les faciès du banquet apparaissaient, vraiment sous différents aspects. C'était vraiment une vision mosaïque du banquet, alors que ce que j'avais pu lire jusqu'à présent, c'était vraiment très très restreint. Et là, je trouve que cette première journée est splendide au niveau des connaissances parce que elle nourrit, elle vient nourrir en tout cas ces différentes visions du banquet. Je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre disponibilité et vos questions. Et puis voilà, donc maintenant on peut en venir au débat général. Alors c'était suivi d'un apéritif amical. Bon, je crois que c'est un peu ballot. Alors on va essayer de trouver un apéritif. Bon, on a une bouteille de cristalline éventuellement. Mais cela dit, voilà, en débat général, chacun peut prendre la parole, soit par écrit, soit par demain déconne pas, dis-le, soit par écrit, soit par oral. Donc, allez-y, ouvrez les hostilités. Le son. Parce que, non, Luc, je pensais que tu voulais intervenir maintenant sur le débat. Pour la présentation, c'est pour demain, évidemment, mais pour le débat, je crois que tu avais Non, une mais question. j'avais compris, ça m'a fait peur à un moment donné. Non, non. De toute façon, c'est terminé, là. On fait le débat général de la D'accord, journée. mais je me suis dit, il y a encore un truc que j'ai loupé. Non, 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 non. Et donc, as-tu des remarques à faire qui pourraient intéresser parce que Luc a une expérience de coopération avec des ethnologues aussi, donc notamment avec moi, mais avec d'autres aussi. Donc, il a beaucoup lu sur l'ethnologie, donc je pense qu'il pourrait dire des choses intéressantes concernant, apparemment pas, concernant les interventions de cette journée, les thèmes qui ont été abordés. Bon, non, apparemment pas. Non, j'ai Vas-y. pas de. Non, mais non, moi, ce qui m'a étonné comme archéologue, c'est de me dire bon, quand on voit la variété des situations, la complexité des interprétations, la difficulté même à rendre compte cette complexité, je me trouve vraiment comme comment dire comme un petit peu le bourgeois gentilhomme quoi quand je parle de société. Hein, je fais de la prose sans le savoir quoi. C'est un peu l'impression que ça me donne. J'étais déjà très convaincu de ça. Hein. Alors, ce qui va toujours me gêner, si vous voulez, c'est que en fait, l'archéologue, il opère pas selon les mêmes modalités que l'anthropologue ou l'ethnologue. Ce que j'ai toujours défendu, c'est qu'on était une science sociale à part entière et qu'on a nos propres méthodes d'enquête. Et ces méthodes d'enquête, forcément, elles sont pas nécessairement basées sur les invariants. On étudie surtout des phénomènes discrets, répartis dans des espaces assez étendus, et on a du mal à les connecter les uns avec les autres. Et je suis toujours étonné quand je vous écoute de voir les connexions que vous faites avec tel ou tel domaine. Alors ça part de l'Afrique à au Pacifique, ça revient sur le continent africain. Et, là, tu parles pour l'ethno, là. Tu parles pour pour l'ethno, là. l'ethno, oui, pour l'ethno, bien sûr. Alors on a un peu tendance à le faire nous aussi, par exemple, quand on parle de mégalithisme. Hein. Quand on a un phénomène, disons, un peu unitaire, hein, finalement, là c'est de la céramique, le mégalithisme, c'est des phénomènes unitaires, là, et justement, la nourriture et l'alimentation et la façon de consommer ensemble, c'est aussi un phénomène unitaire. Oui, mais et là, donc,
là, tu comprends, Luc, le problème. Enfin, je te coupe parce que c'est important. Là, je pense. Tu parles on fait trop de comparatisme, mais enfin, on en fait beaucoup. En tout cas, c'est pas une critique, mais enfin, j'espère, mais parce qu'on a visiblement sous les yeux les institutions au travail, si tu veux, qui s'expriment très concrètement quand on parle de banquet, par exemple, les invités, à quelle heure ils viennent, qu'est-ce qu'ils mangent, ils mangent de la main gauche, de la main droite, sur une assiette, sur une feuille de bananier ou autre. On l'a vu normalement. Bon, tandis que vous, les archéologues, souvent vous avez que les artefacts indirects, quoi, les déchets, des éléments fragmentaires. Enfin, vous êtes des artistes. Moi, vous êtes courageux parce que moi, ça me découragerait, quoi. Il y a des fois, il y a presque. Je me souviens, j'en parlais à Mathieu et tu te rappelles, Luc, a été mon initiateur aux fouilles préhistoriques néolithiques. C'est la première fois de ma vie que j'ai appris le métier avec toi. Et après, je me suis arrêté là parce que c'est dur. Et, on a passé des semaines à fouiller à Collioure. C'était près du Gardon, sur le Gardon, tu te rappelles. C'était là, hein, c'était ça. Oui, Goliath. C'est ça. Oui. Et puis, on a trouvé à la fin, enfin, toi, t'as un petit bout d'os, tout petit, mais tout petit. T'étais content. Moi, j'étais, ah, vache, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'en ethno, si tu veux, on récupère plus de données rapidement. Donc, et puis, on a des explications dans les institutions virtuelles, c'est-à-dire le politique, le social, le religieux, la pensée, la philosophie, les ontologies, etc. Est-ce que vous n'avez pas ça? Alors nous, c'est plus facile d'avoir tout de suite des éléments caractérisants, en tout cas pas, et souvent qui se ressemblent. Alors ce qui est, ça c'est ce que j'ai appris à Nanterre dans les premières années. Il n'y a pas, enfin, on peut peut-être, mais en tout cas, je pense que non. C'est difficile de faire de l'ethnologie non comparative, quoi. Voilà. Et en plus, si on essaye là de faire en fait quoi, de l'ethno-archéo au sens coopération sympathique et harmonieuse, comparative, mais en se comparant par nos données par rapport aux uns et aux autres. Alors c'est encore plus difficile. C'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes éléments, c'est sûr. C'est un dialogue débutant ou trébuchant ou hésitant, mais néanmoins nécessaire, parce que c'est sûr que par exemple, la différence entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, on retrouve les mêmes structures. D'après Alain Testard l'a remarqué, il y a les mêmes, il y a beaucoup, c'est pas la même chose, mais il y a beaucoup de choses récurrentes. Par exemple, on trouve les religions à sacrifice, des sociétés verticales et très hiérarchisées. On trouve le prix de la fiancée plus qu'ailleurs, comme en Asie du Sud-Est. Alors il y a des tas de choses qui fonctionnent et on s'aperçoit après de la même manière, si tu veux. Alors on a on a un faisceau de présomption positif qui dit ça ressemble pas mal c'est très différent mais ça ressemble et il y a des tas de choses qui fonctionnent de la même manière. Donc c'est la question du spatial, c'est la bascule vers le chronologique. Est-ce que ça peut fonctionner aussi dans les sociétés subactuelles ou disparues, quoi? Voilà. Évidemment, ça c'est la grande question. Hein. Ouais, oui. la grande question. Voilà. D'ailleurs, on en reparlera peut-être demain au sujet de la consommation de la chair humaine et de son contexte. Et je me souviens d'une discussion avec Testard justement à Agde, où il y avait eu un colloque. Ça avait été assez particulier, quoi, parce que il y avait d'un côté les anthropologues qui disaient mais oui, vos trucs d'archéologie, ça n'existe pas parce que c'est pas référencé en ethnographie. Et puis de l'autre côté, les archéologues qui disaient mais si, ça a existé, c'est possible. Et voilà, donc. Mais il y a eu du cannibalisme. Eh oui. Et donc c'est ça, c'est une grande question, effectivement. Comment il s'appelle, aide-moi, en Guyane, Pierre. Ça y est, son nom m'échappe. Très célèbre ethnologue de la Guyane. Bon, ça va revenir. Son épouse. J'ai un trou de mémoire. Non. Il est à l'IRD, lui. Grenant, Pierre Grenant, excuse-moi, c'est un trou là. Oui, Pierre Grenant. Oui, parce que Pierre Grenant, toi aussi, t'as percuté. C'est Romain Denimal Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de le dire. C'est Romain qui a fait la remarque. Ah oui, donc c'est ça. Donc Pierre Grenant, c'est ça, qui a lâché le morceau dans un livre récent en disant, bah oui, il y avait, plus maintenant, mais du cannibalisme
en Guyane, chez les Amérindiens. Il y en a eu. Donc, et puis il y a d'autres endroits dans le monde où je dis pas, souvent c'est pas alimentaire, souvent puis c'est partiel, c'est symbolique aussi, mais néanmoins il y en a eu, il y a des endroits où il y en a eu, et puis donc, les archéologues peuvent pas, enfin on peut pas te rétorquer, ben non il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, enfin dans l'humanité contemporaine et subactuelle des cas d'anthropologie. Si, il y en a eu. C'était l'échelle, si tu voulais. Enfin, on verra ça demain, mais c'était l'échelle. Oui, un massacre. Bah si, regarde avec des tas d'endroits dans le monde. On parlait du Rwanda. Oui, si, des massacres d'échelle. Si, ils ont pu commencer la préhistoire, c'est possible. Pourquoi pas? L'homme étant ce qu'il est, je crois pas qu'il ait tellement changé. Non, mais oui. Ce qui est le problème après. Non, le problème après, c'est le matériel pour le faire, quoi. C'est moins efficace avec un casse-tête, je pense, pour tuer plein de gens. Enfin, t'es pas obligé de manger. Oui, mais t'es pas obligé de manger ton ennemi. Non, mais si tu veux, oui, là, la nuance elle est là, quoi. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez chez les ethnologues des grands témoignages de banquets organisés pour manger l'ennemi ou l'ancêtre. Parce que j'ai toujours l'impression que j'ai vu des films qui parlaient de ça, j'ai toujours l'impression que c'est un peu discret finalement, c'est pas l'occasion. Ouais. Si, ça arrive dans certains. Il y a des sociétés qui pratiquent ça, mais qui pratiquent l'anthropophagie, le christianisme en premier lieu d'ailleurs. Oui, d'accord. Mais non, mais il y a aussi si par exemple, alors, ça c'était avant, au Cambodge, au Laos, enfin dans des coins comme ça, en Thaïlande aussi, en Birmanie, en Malaisie, à l'époque, il y a longtemps, et quand il y avait des guerres, pour honorer leur ennemi, parce que quand un ennemi est valeureux, on lui coupait la tête souvent ça c'est les sociétés à chasseurs de tête, mais ils consommaient le foie surtout, parce que ils croquaient dedans au moins. Alors ça se fait encore quand il y a des émeutes avec des morts. Voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est exactement pas. Mais le taureau n'est-il pas assimilé à un homme Ah si, bien sûr. Oui, puisqu'on on l'enterre, on lui fait des tombes. Alors c'est aussi une forme d'hommage. Il faut pas. Alors, mais on mange pas que les vivants. Regarde, on mange les morts aussi. Les Hmongs du Laos, dans une ethnographie datant de 1903, signalent que les parents du défunt se nourrissent pendant des jours et des jours, enfin pas que de ça, mais des déchets suintants de la jarre où est le corps, quoi. Puis c'est pas très ragoûtant. Ou dans d'autres cas, on met un coq, une poule qui mange tout ce qui suinte de la décomposition. Et ensuite, les parents, enfin les enfants du mort ou les parents proches mangent le poulet, quoi. Voilà. Il y a d'autres endroits où on goûte un morceau du mort. Il y a d'autres endroits. Enfin, c'est très très répandu que cette osmose, cette symbiose biologique aussi avec les morts. Donc le festin, c'est pas qu'avec les vivants, des commensaux qui en partagent ou des gens qu'on mange, qu'on déguste, mais c'est aussi des morts. Et d'ailleurs, il y a une question que je voulais poser à Marc et Eurydice, parce que il y a des commentaires, je ne sais pas si vous les avez lus là. Il y a des commentaires. Je sais pas. Oui, je vais laisser là. Qui avait posé une question tout à l'heure. Qui ça? Oui, dis. J'ai pas vu qu'il y avait des photos, des questions. Je vais répondre alors, parce que quand chez Eurydice et Marc, dans les banquets du Bwiti, ils amènent à manger est-ce qu'ils versent, alors je me posais la question, est-ce qu'ils gardent du banquet que consomment les gens une part pour les génies sur ces préparations-là, ou bien est-ce qu'ils se contentent les génies uniquement de ce qu'on leur apporte à part leur sucrerie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un partage, parce que normalement en Asie, partout, ils versent sur la tombe du mort, mais aussi sur là où se trouve le génie ou la divinité, ils versent un peu de la bière ou un peu du riz. On partage véritablement. Et la première bouchée ou la première, pas gorgée, mais comment on dit, quand on renverse quelque chose, lapé, c'est qu'on projette sur le sol, c'est pour le génie ou pour le mort. Et le vivant passe après. Donc la question, c'est vraiment un partage, quoi. Oui.
Donc, pour en revenir à la refus, c'est ça, la refus de la représentation des corps, des défunts. Oui, bah ça, c'est musulman, en fait. Je crois, hein, on ne représente pas en tout cas chez les Malais et les Djaouis, une fois qu'on peut avoir des photos d'une personne vivante, évidemment, les amoureux, les mères et leurs enfants, etc., les enfants avec leurs parents, mais leurs copains, mais une fois que la personne est morte, c'est comme si elle rejoignait Dieu, je sais pas, alors on peut plus la représenter, quoi, il faut pas. Donc c'est ça, enfin c'est ce que moi aussi c'était bizarre. Je pense que c'est d'abord difficile de remonter le temps long parce qu'avant la création de la photographie, la question se posait pas. Et puis l'islam est arrivé quand même relativement tôt, enfin 15e siècle officiellement. C'est sûr qu'ils n'étaient pas installés tout de suite, mais quand même il y avait des morceaux qui commençaient à. Donc est-ce que c'est ancien, ça je peux pas vous dire. Voilà. Et les barouillas, oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de cas de cannibalisme. Alors, alimentaire, sûrement pas, on ne sait pas. Oui, oui. Ouais. Du coup, pour répondre un peu aussi à Luc sur ces remarques, en fait, que des difficultés d'entente ou de partage parfois entre archéologues et ethnologues, effectivement, c'est un peu vrai parce que on en discutait avec Pierre ou d'autres personnes, c'est-à-dire que en ethnologie, quand vous êtes effectivement, quand on est sur un terrain, ben, on observe ce qu'on peut observer jusqu'à une certaine limite, ou suivant les différentes thématiques qu'on désire observer ou aller plus loin. Par exemple, on peut également louper des choses, et même quand on est directement, ça je l'ai bien remarqué quand j'ai repris la formation en ethnologie, c'est même en se disant qu'on arrivera à tout enregistrer, à tout glaner, finalement, on se rend compte de la réelle difficulté d'écrire. C'est-à-dire effectivement passer dans le concret, et c'est-à-dire la difficulté d'écrire sur le social et puis la réelle compréhension de ce que nous disent les gens. Et effectivement, la différence avec l'archéologie, c'est-à-dire que nous, du coup, l'archéologie, on est passé maintenant un peu d'une phase où on cherchait vraiment à dater les choses, et maintenant on s'attache plus à comprendre effectivement les sociétés. Hein. Et là, cette difficulté, c'est que souvent, nous, comme on est très attaché à la question chronologique, c'est qu'on peut se focaliser sur certaines phases, certaines périodes, et parfois on a effectivement des difficultés, et on se rend clairement compte que la moindre mouvance, la moindre variable qui bouge, remet tout en configuration et bouleverse un peu toutes les données. Donc je pense que de ce côté-là, il y a un peu, nous on arrive à voir beaucoup de choses, mais qui peuvent être très mouvantes. Et les ethnologues bossent plutôt c'est-à-dire dans le temps présent, sauf bien sûr en ethno-histoire. Et du coup, c'est là où on a un peu des difficultés à s'entendre. Alors, je voulais juste aussi revenir sur les différents thèmes qu'on avait abordés, parce qu'il y en a plein, du coup, qu'on verra certainement demain. Et il y en avait quelques-uns qu'on avait... Ouais, vas-y, Luc. Ouais, je me demande s'il n'y a pas une typicité en archéologie qui est assez forte, parce que on a l'impression que pour l'ethnographe, la typicité, elle est évidente. Hein, chaque peuple est différent, chaque coutume est différente. Mais on a une typicité qui est due aussi aux conditions de découverte. D'abord parce que un site archéologique, on le fouille rarement entièrement, donc on en a une petite vision. Et à chaque fois, c'est un cas particulier. Donc c'est vrai que la découverte va remettre en question la découverte d'avant, ce qui rend difficile justement cette recherche de l'unité et puis cette recherche de l'universalisme dans l'interprétation des données. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Et comme nous en plus on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça qu'il faut dire. On va faire une fouille, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ça va être la surprise. Même si on a fait le diagnostic avant, ce sera la surprise. Enfin, bon, un ethnographe aussi, hein, je pense, quand il est sur son terrain, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Mais c'est pas trop le problème d'interprétation, moi, qui me pose question. Je pense qu'on peut aller très loin en interprétation en archéologie sans avoir forcément recours aux données, à la valise à idées de l'anthropologue. Voilà, je pense que voilà, c'est ça, moi, mon idée. C'est qu'on a nos propres méthodes et à force d'avoir rien, on est un petit peu comme le Sherlock Holmes avec sa loupe. On a fini par faire parler des détails insignifiants
Et c'est nos méthodes. Et je pense qu'il faut pas nous mettre en conflit avec l'ethnologue. On est au contraire très complémentaires. Et alors justement, dans un ouvrage fondateur en ethno-archéologie, qui est l'habitat au Bénin par les Pétroquins, dans les années 80, qui est un truc formidable, il y a une introduction d'Alain Gallet. Et il y a un commentaire de Pétroquin dans l'introduction. Il y a Alain Gallet a fait l'introduction, puis après il y a un commentaire de Pétroquin dans sa propre introduction, qui met bien les choses en place, quoi. Et quand il dit finalement l'ethnologue, il nous satisfaisait pas parce qu'il parlait jamais de technique, parce qu'il s'intéressait jamais au sépulcral. Il nous disait oui, on enterre les morts, mais il nous expliquait pas comment, il nous expliquait pas forcément tous les gestionnaires. Donc nous les archéologues, nos descriptions étaient purement techniques, elles intéressaient pas l'ethnologue, donc il a bien fallu inventer une discipline entre les deux pour combler le vide. Et je trouve que cette introduction de ce bouquin des années 80, elle est à relire, quoi. C'est formidable. Alors moi, je le donne à étudier avec mes étudiants, cet ouvrage des deux Pétroquins, et voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Et donc, il n'y a pas d'opposition, il y a juste des méthodes différentes, voilà. Et à un moment donné, on peut se rejoindre, mais on n'est pas obligé non plus d'être complexé, parce que c'est un peu ça aussi. On a toujours été un peu complexé de tout le savoir que nous livraient les anthropologues. Quand nous on dit bah voilà, ça c'est une meule, je pense que ce que disait Florent, bah voilà, c'est une meule. Non, ceci n'est pas une meule. Voilà, ceci n'est pas une meule. Voilà. Oui, ça servait à moudre du grain, et puis alors on va faire la comparaison, on va dire oui, ça ressemble à tel type de meule qu'on a trouvé à telle époque ailleurs. Ah bah ça c'est servi comme ça a été fabriqué comme ça, c'est un bel objet. D'ailleurs, j'avais des questions à poser à Florent, mais on en reparlera peut-être demain sur l'histoire du pain là. Et voilà, mais c'est un moment. Il faut préciser, Luc, que tu parlais évoquer Pierre Pétrequin et son épouse Anne-Marie, c'est ça? Oui, Anne-Marie. Qui sont deux légendes en fait non seulement de l'archéologie mais aussi de l'ethnologie, parce qu'ils ont travaillé, sont parmi les rares à avoir travaillé très tôt, très loin, notamment en Nouvelle-Guinée avec Godelier, entre autres, et puis les Lomani aussi. Et puis ils ont travaillé en Afrique, donc au Bénin. Ils ont travaillé sur l'Europe. Ils ont travaillé, mais à la manière des ethnologues, et très proche de l'ethnologie. Ils ont fait de l'ethnologie aussi, et par le fait qu'ils observaient dans les sociétés des choses qui leur semblaient pertinentes par rapport à ce qui. Et donc c'est la lecture des Pétrequins, pour ceux qui ne connaissent pas parmi les auditeurs, c'est un peu un indispensable, parce que les Pétrequins font partie des rares qui ont toujours relier l'ethnologie à l'anthropologie, à l'archéologie, je veux dire, et avec Laurent Gourand, que j'ai mentionné ce matin, j'ai parlé des Pétrequins, mais très très rapidement. Ils sont pas nombreux, et donc oui, c'est une bonne référence, je trouve, de rappeler. Alors, je me rappelle pas, je l'avais lu moi, ce livre il y a longtemps à Nanterre, mais Habitat à la Custre au Bénin. C'est ça, mais j'en avais gardé un souvenir ébloui, moi, de quoi, parce que de ce qu'il disait, c'est un ouvrage extraordinaire, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Alors je vais répondre à une question de Monsieur Blanquer, de Madame Blanquer. Ah bon. Comment tu le sais? Ah bon, tu la connais. Ok, pardon alors. Est-ce que Monsieur Leroux peut éclairer la notion d'observatoire? Absolument. Alors. Je ne vais pas l'expliquer ici, c'est trop long. Je l'ai publié intégralement, je crois très clairement, dans un volume d'hommage qu'on vient de consacrer à Philippe Descola. Alors j'ai mis en ligne justement mon article où j'explique précisément cette notion-là d'observatoire culturel et pourquoi surtout les causes de l'apparition de ces choses-là. J'en ai déduit que c'est probablement une loi d'anthropologie générale, universelle, donc. Probablement. Alors après, les autres pourront me dire non, mais il faut me le démontrer après. Donc, oui, en gros, d'après moi, c'est la séparation brutale, modification de frontières, conquête, etc., guerre, d'une frontière qui fait qu'un morceau d'une société se trouve minorité dans un autre pays, à la frontière, quoi, donc, et se fige. Alors, c'est pas figé, c'est pas comme hibernatus, c'est figé définitivement, c'est ralenti, disons, mis au réfrigérateur. Quand vous mettez de la viande ou des légumes au réfrigérateur, ça se dégrade quand même, mais plus lentement. Bah, c'est un petit peu le même procédé. Alors,
l'intérêt pour les ethnologues, c'est de chercher toujours les endroits, et les archéologues d'ailleurs aussi, où il y a des conservateurs culturels de ce type, parce que forcément, les traditions ont fichu le camp moins rapidement. Si, peut-être il y en a encore un peu. Alors, je l'ai mis en ligne sur ma page Academia, et sinon, vous pouvez acheter le lire dans une bibliothèque, le livre d'hommage à Descola, dans lequel s'est inséré mon travail, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci Marc de l'indication. Ah, il est disponible sur Gallica maintenant. C'est vachement bien ça. Ah ouais, incroyable. Ouais, c'est formidable. Parce qu'il est disponible maintenant, ça c'est bien. Donc tout le monde peut le lire. C'est vraiment un grand livre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions concernant les thèmes qu'on a abordés ou des choses, ou bien est-ce qu'on reporte à demain le... Mathieu, pas de commentaire? Moi, je voulais juste pointer les choses sur lesquelles on avait parlé, et surtout ce que je remarque du coup, c'est que forcément, quand on va s'en rendre compte au bout des 2 jours, des choses qu'on verra moins. Il y a des sujets dont on avait discuté entre le repas de midi, c'était effectivement la musique. On n'avait pas trop discuté de ce point-là. Alors, je sais pas si les gens qui sont encore là et qui ont fait des présentations, alors peut-être plus effectivement Marc-Emmanuel et Eurydice, est-ce qu'il y a une importance de la musique? Parce que on le sait dans toutes les fêtes, peut-être aussi Pierre, cette importance-là, elle a un rôle aussi, alors soit pour détendre l'atmosphère, pour danser, etc. Et est-ce que dans les contextes qui sont un peu plus entre guillemets ritualisés, cérémoniels, il y a des moments où effectivement, comme l'avait souligné Marc Rochette, le silence se fait, quoi. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de parler un peu de ça? Je ne sais pas si je peux laisser la parole à quelqu'un sur cette thématique-là, qui ne sera peut-être pas forcément trop abordée, je m'en rends compte, pendant les 2 jours. Ouais, la musique. Marc, Eurydice, vous pouvez intervenir. Oui. Allez-y. Donc, la musique, après, ça va être encore une fois, il y a tellement de sortes de banquets. Si c'est les banquets après les veillées, la musique a eu lieu pendant les veillées toute la nuit. On a joué des percussions, de différents types de percussions. On a dansé toute la nuit. Les cloches en métal. Les cloches en métal, tout ça. Donc, le banquet qui a lieu le matin n'a pas de musique, ou alors ils mettent la radio, ils mettent un peu de mugongo, c'est un arc musical à une corde, ou alors des sitars, mais c'est des musiques très douces. Mais c'est plus dans le silence, c'est plus les blagues, les discussions et tout ça le matin. Par contre, pour les banquets, des tontines, les choses comme ça, là il va y avoir des musiques. Là ils vont mettre pendant les banquets de tontines, ils mettent un peu les musiques traditionnelles sur des enceintes et puis des choses comme ça. Là, c'est plus bonne humeur. Ça va vraiment dépendre du cadre. En tous les cas, le mouiri, il y a aucune musique, ça c'est clair et net. C'est pas dans le silence. Les initiés parlent entre eux, mais il n'y a pas de musique. Les assiettes des génies, c'est l'arc musical, ou alors les hochets. Mais ça, c'est les instruments qui sont assimilés à chacune des sociétés initiatiques qui fait l'assiette des génies. Et pendant les deuils, donc les deuils, il y a la veillée de sortie du corps quand la personne vient de mourir. Donc les femmes le pleurent. Donc il y a les pleureuses et puis il y a les louanges. En fait, ils tournent autour pendant qu'on mange, ils tournent autour du cercueil avec des louanges, des chants traditionnels, voilà. Et pendant les retraites de deuil, ça va dépendre en fait de la religion du défunt. Ça dépend de la religion du défunt. S'il est catholique, ça sera des louanges. S'il était initié au Bouiti, ils vont faire une veillée Bouiti. S'il était initié au Elombo, ils vont faire une veillée Elombo. Là, par exemple, il va y avoir un retrait de deuil où il va y avoir des masques funéraires, il va y avoir une veillée de Nabundi, du Niembe. Il va y avoir plusieurs choses parce que la dame était très vieille et initiée à tout en fait. Alors, merci de ces précisions. Moi, je peux dire à propos des Malais, disons en général. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de l'importance de l'islam orthodoxe, si j'ose dire, qui fait que ça devient un petit peu plus comme on le connaît en France avec
ce qu'on sait de la proximité relative de la Méditerranée et des sociétés arabo-musulmanes dans leur richesse et leur diversité. Néanmoins, il reste quand même chez les Malais et les Djaouis, surtout chez les Djaouis, parce que le conservatoire, donc, des éléments antérieurs probablement qui ont perduré, qui se sont mêlés, et notamment font partie de ça, j'ai parlé des chants alternés d'Ikeoulou, les chants du Sud. En fait, l'orchestre rituel, c'est principalement le gong à bosse. J'ai cité le hautbois, les tambours évidemment, et les cymbales. Les idiophones peuvent intervenir aussi. Mais c'est superfétatoire. Les principaux, c'est quand même le gong dans un premier temps, et les tambours et le hautbois, c'est la base. Et c'est aussi l'orchestre rituel du Dika, c'est-à-dire l'art martial malais, qui est un culte des ancêtres, un culte de possession. Et en fait, le livre de, comment il s'appelle, Rouget, Gilbert Rouget, qui était directeur de laboratoire de musicologie du Musée de l'Homme à l'époque, quand il me donnait des cours quand j'étais jeune, il avait écrit La musique et la trance, qui est paru chez Gallimard en 80. Alors c'est extraordinaire, mais en même temps il est un peu manichéen, parce que pour lui, médium c'est possession et chaman c'est voyage. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que ça correspond pas à ce que j'ai vu partout en Asie du Sud-Est, et beaucoup de mes collègues aussi. Mais à part ça, il a raison sur un point essentiel. Il n'y a pas de fête de banquet en fait sans musique en Asie du Sud-Est traditionnelle. Cette musique est une musique très encadrée, c'est pas une musique libre, mais sauf pour les improvisations que j'ai évoquées, mais qui sont plus de l'ordre du jeu érotique, du flirt nécessaire, puisque c'est dans la saison. Les cérémonies se passent dans la saison sèche, c'est pendant la saison sèche qu'on se rencontre, à la récolte du riz évidemment, comme dans beaucoup d'autres sociétés. Mais ça permet, le gong en fait est la voix des ancêtres. Et c'est assimilé au vent. C'est-à-dire que le bruit du gong, c'est la voix des ancêtres, c'est le vent. Et d'ailleurs, le vent, ça veut dire la folie, mais ça veut dire aussi la puissance. Alors, c'est les mots quand c'est le vent extérieur, et là, c'est assimilé au vent intérieur, le vent bénéfique, le contre-vent. Le vent bénéfique contre le vent maléfique. Le vent maléfique étant le vent extérieur, le vrai vent, le vent, la brise, quoi. L'ouragan aussi, et qui amène, d'après leur mythe, les maladies sur la terre humaine. Eh bien, ces gongs sont apaisants, mais en même temps, c'est hypnotique aussi. Alors, gong, 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 puis vous entrez en une sorte de transe, en fait, oui. C'est très lancinant. Alors, j'ai un exemple de ça. J'ai mis en ligne un petit film que je viens de faire avec un ancien élève de l'université qui m'a aidé pour le montage très gentiment. Et un film sur le Dika, justement, et on entend une bande-son originale très lancinante. Alors, au bout d'un moment, c'est un peu insupportable, mais moi, j'aime bien. Évidemment, ça me rappelle le pays, quoi. Mais c'est surtout que ça engendre une sorte de... Oui, vous êtes. En fait, ça ouvre les portes avec la surnature, pour le dire, quoi. Alors, il y a peu de musique chez les Djaouis et les Malais, sauf dans le cadre des festins et avec ces supports qui sont des supports moraux, psychologiques, et dans le cas des danses magiques, évidemment, dans le cas des. Alors, c'est toujours le même type d'orchestre. Il y a des hochets comme chez au Gabon, donc des idiophones en forme de hochet, ça grésille un peu. Peut y avoir d'autres instruments, c'est les principaux, et c'est des musiques qui se ressemblent. Ce qui change évidemment, c'est les rythmes, c'est les mélodies, mais on peut pas avoir de possession, de transe sans musique. Le silence, quand il y a silence total, c'est qu'il y a on fait comme si, quoi. Tout le monde s'imagine qu'il y a de la musique, quoi. Il faut la musique, cette musique-là. Et la même instrument, pratiquement les mêmes, sont dans le théâtre d'ombre aussi, puisque c'est aussi une forme de possession et une forme de chamanisme et possession en même temps. Hein. Et une forme c'est aussi un but spectaculaire d'abord, mais l'idiosyncrasie est aussi thérapeutique d'une certaine manière. C'est jamais séparé en fait. Le domaine naturel et surnaturel sont toujours emmêlés, et ces musiques sont nécessaires. Alors, quand on sort du monde des musulmans, qu'on va vers les proto-indo-chinois de l'Indochine, donc animistes, ou bien à Bornéo, chez les sociétés animistes aussi,
dans l'intérieur, chez les Dayaks par exemple. Alors vous avez là encore festins, fêtes, etc. Avec des gongs au minimum, à minima. Alors souvent c'est des gongs plats cette fois, qu'on suspend pas sur un support et qu'on bat avec un bâton. Je sais pas comment on dit en français, un bâton. Hein, nous on dit enfin, eux ils disent enfant gong, une baguette. Là c'est un peu, ouais. Enfin, bref. Et ils le battent. Ils le tiennent à la main, le gong plat, et ils le tapent du poing à plat. Et c'est pas du tout la même. Mais c'est des bronzes à la cire perdus évidemment pour les archéologues. Ils sauront de quoi je parle évidemment. C'est très ancien et ces gongs sont véritablement la marque de. C'est vraiment un instrument qui vient du. Alors le plus ancien instrument de musique au monde, vous savez, c'est le lithophone de Doot Lien Krak. Trouvé au Vietnam en 51, je crois, par Condominas, chez les Mnong. On a trouvé 3 exemplaires, un autre chez les Srey, qu'un Américain a découvert, rapporté aux États-Unis, un officier américain, en 68 ou quelque chose, et un 3e a été découvert en 66 ou 60, je sais plus combien, par là, au Cambodge, au Vietnam aussi, pardon, chez les Chaoma par Jean Boulbé, et c'est le premier exemplaire intact. Alors ce sont 7, ça peut être moins ou plus, mais 7 lames de pierre un peu courbes qui sont. Alors on pensait jouer comme un xylophone, donc au début ils ont joué. Il y avait André Scheffner qui jouait de ça comme un xylophone. Puis en fait au musée de l'Homme, et ils ont compris après qu'il fallait, comme les gongs plats, comme les gongs à bosse aussi, qu'on suspend, pas à la main, mais sur parce que les gongs plats, on les tient avec une corde, on les suspend quand même d'une certaine manière. Donc, et bien c'est la même chose, on doit suspendre les lames du lithophone verticalement, et comme des saucissons, quoi. Et on les tape avec un battant, et là, le son, très cristallin. Alors, il y a un exemplaire de son sur vous pouvez le trouver sur le site du CREM, le Centre de recherche en ethnomusicologie, qui est à Nanterre, qui est l'héritier du salon d'ethnomusique, du laboratoire d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme qui a disparu. Et vous pouvez aussi le trouver sur les disques au Cora de l'époque de la collection Musée de l'Homme. Dans le disque, le premier de la collection, c'est sur la musique Mnanga. Il y a 2 ou 3 morceaux. Il joue de cet instrument, le lithophone. Et le lithophone, finalement, est devenu le gong. Il était en pierre, voilà, et il est devenu l'âge du bronze, quoi. C'est ça, hein, ça te va bien, ça, tu m'expliqueras ça bien mieux que moi. Et donc voilà. Alors les autres instruments sont venus, par exemple le violon, que ce soit sous la forme du rebab plutôt chinois ou asiatique, ou sous la forme du violon musulman, quoi, est venu bien après, probablement avec l'arrivée de l'islam. On ne sait pas, c'est des spéculations, mais il va y avoir des traces assez précises. Mais les véritables instruments locaux sont de l'Indochine ancienne, alors au sens chronologique cette fois, au sens très large, sont le gong, les formes de gong, et qu'on trouve partout d'ailleurs, hein, y compris chez les Khmers, chez les bouddhistes, chez les Thaïs, chez les Lao, chez les Indonésiens. C'est les mêmes, hein, c'est gong qui peuvent être encastrés dans un bateau en bois comme un xylophone, et qu'on tape comme ça, et qu'on trouve notamment en Indonésie, au Cambodge, dans les cours royales, etc. Ou gong qu'on tient, comme on a vu dans le film. Et puis, l'autre instrument, ce qu'on appelle la flûte de Pan, qui est un instrument typiquement proto-indo-chinois, qui fait avec des joncs et du bambou, et de la cire d'abeille, donc pour revenir sur la cire d'abeille, et qui est un instrument qui a été adopté par les Lao, qui sont des migrants venus de Chine à partir du XIIIe siècle, et qui ont adopté cet instrument proto-indo-chinois, puis ils l'ont laocisé, c'est devenu le Ken, mais il y a des variations de cet instrument. Alors, c'est un instrument à air, en fait, et très, très, avec, je ne sais plus combien de tubes, 9, enfin, c'est assez, il y a beaucoup de possibilités de jouer. On peut jouer la gamme heptatonique, etc. Donc, vous avez finalement un rapport partout étroit entre, mais pas avec tous les instruments, c'est ça, avec des instruments de base, au moins le gong, partout dans les rituels et dans les banquets, évidemment, puisque banquet, il y a en Asie du Sud-Est, quand il y a sacrifice du buffle, et sacrifice du buffle quand il y a banquet, c'est-à-dire quand il y a sacrifice vers les divinités, sacrifice pour le prestige, c'est à peu près partout, avec des nuances et des différences.
il y a toujours, alors pas forcément tout le long du festin, mais au moins une période du festin, et notamment lors de la mise en chauffe, si j'ose dire, quand on commence à picoler la bière de riz, la bière de palme, etc. Ça saoule quand même. T'as déjà goûté, ça saoule très vite. Dès qu'on mange, ça va mieux, mais quand on est le ventre vide, ça saoule vraiment très très vite. Mais ça saoule sympa, on n'est pas malade, mais ça va vite. Et eux, ils tiennent pas en plus. Ils tiennent pas l'alcool souvent. Ils tiennent pas facilement, tant mieux d'ailleurs. Et c'est des alcools agréables. Alors il y a une ivresse sympathique. Et puis en même temps, la musique, ce qui fait qu'il y a bon, après, ils s'écroulent tous. Mais les fêtes durent souvent, faut le dire aussi, la durée des banquets dans ces régions dure parfois plusieurs jours, parfois une semaine. À Bornéo, c'est le cas, enfin c'était le cas dans des grands banquets où à la fin les gars ils se traînaient vautrés, hommes et femmes. Mais c'était une sorte de. Alors j'en parlais avec Mathieu et Florent, c'est à midi, non, on parlait de ça. En fait, ça ressemble assez à l'équivalent du carnaval en France, quoi. Une soupape de sécurité. Parce qu'il faut rappeler que ce sont des sociétés, en tout cas je parle pour l'Asie du Sud-Est, extrêmement contraignantes pour les hommes, extrêmement à une forte pression sociale, pas d'intimité, donc à un moment il faut une soupape, quoi. Mais nos carnavals servaient aussi à ça, je pense. Donc voilà. Moi, qu'est-ce qui est pas le plus vieux, dit Luc. Instrument de musique, musiclophone. Toujours à me contredire, Luc. À l'époque où c'est sorti, c'était le plus vieux instrument de musique du monde. Bah, donc c'est pas le plus vieux. Et quel est le plus vieux alors, Luc, maintenant? Alors, il y avait des pierres mystérieuses dans le Sahara, qui sont des grands cylindres de pierre très réguliers. Ah, et un paléomusicologue a trouvé l'utilisation. C'était des parties de lithophone. Et c'est vieux de 10 000 ans à peu près. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui, oui. Donc, non, mais quand on parle lithophone, c'est quand même un lithophone le plus vieil instrument, c'est ça, quand même. Ah, lithophone, c'est le plus. Ah oui, je suis d'accord. Peut-être. Je voulais pas dire. La flûte néandertalienne. La flûte néandertalienne. Ah, ok, c'est encore plus vieux. Ah oui, oui, la flûte. Oui, la flûte. Alors, on va dire. Humain. Alors, on va dire un des plus anciens instruments au monde. Voilà, c'est bien ça. Bien. Merci Luc de cette précision. Tu as une publication sur ces trucs-là? Oui, alors j'avais lu ça sur Internet, ça doit y être encore. Il faut chercher lithophone Sahara. Puis il y a une belle photo. Et puis là, c'est expliqué. Oui. On ira voir. C'est assez récent, je crois. Ouais. Ok. Donc tu pourrais pas. C'est normal, c'est récent. C'est récent. Donc. Alors, voilà, ça Luc, compte pas. Ça compte pas. On te voit demain, alors, Luc. Ouais, oui. C'est quelle heure, toi, demain? Attends, parce que ne fais pas faux bon. Demain, tu parles à 11h. Mais ça commence à 9, quand même. C'est bien. Oui, bah, je serai au début. Ok, bon, on se voit demain. On peut arrêter là. Demain, alors, pour ceux qui sont fidèles toute la journée, ils étaient très courageux. Merci. Et puis, normalement, on vous retrouve, si vous voulez bien, comme dirait Lucien Jeunesse sur France Inter, non, c'était ça, le jeu des 1000 francs. Mais là, il n'y a pas 1000 euros, là, il n'y a rien. Vous retrouvez demain, à demain, si vous le voulez bien, sur la même antenne, même station, et à 9h. Merci, à demain.